l'eau dans l'usine, pour laquelle on va accueillir Jean-Emmanuel Gilbert d'Aquasset, qui va nous parler d'efficacité hydrique industrielle. Maud Liron de l'AFNOR qui va nous donner des techniques d'optimisation normée, donc nous parler des normes ISO en lien avec la gestion efficiente de l'eau. Voilà. Et Mathilde Héron du groupe Bell qui va nous donner un exemple de calcul du coût global de l'eau pour une entreprise de l'agroalimentaire. Et voilà. On retrouvera nos acteurs pionniers pour des exemples d'accompagnement d'industrie sur leur territoire. Bonjour à tous, merci beaucoup à toute l'organisation qui a beaucoup travaillé avant et maintenant pour cet événement. Alors moi je suis donc, je ne sais pas si je peux passer directement les slides. Tac. Jean-Emmanuel Gilbert, hop, c'est remonté, Société Aquasset. Donc nous, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on a pensé qu'il allait y avoir une transition hydrique, de la même manière qu'il y a transition énergétique, et donc c'est ce qui a donné lieu à la création d'Aquasset, qui est spécifiquement en fait positionné sur les enjeux de stress hydrique, sur des périmètres qui sont depuis plus de 10 ans le secteur industriel, tout type d'activité, depuis 4-5 ans les collectivités, depuis 1 an ou 2 les bâtiments techniques. Pour nous, par exemple, les bâtiments techniques, c'est un hôpital. Donc notre métier de base, c'est de faire des diagnostics techniques, un petit peu comme ça a été évoqué tout à l'heure par Ecodo. On fait de la pilotage de la performance, donc ça c'est la partie analyse de données, analyse de performance en fait en temps réel, et puis de l'accompagnement stratégique. On est basé à Limoges et on intervient en France et à l'international. Alors dans tout ce qui a été évoqué en fait jusqu'à présent, on voit beaucoup apparaître bien sûr les problématiques liées au changement climatique avec les aléas, trop d'eau, pas d'eau, etc. Mais depuis 10 ans, nous on met en avant en fait un autre paramètre qui est extrêmement important, notamment pour l'industrie, qui est le coût global de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous n'êtes pas soumis à un stress hydrique ou à des pluies diluviennes, vous avez tout intérêt en fait à agir sur le levier eau parce qu'en fait, c'est extrêmement rentable. D'accord ? Le problème, c'est que personne ne calcule correctement le coût global de l'eau et c'est ce que je vais vous expliquer en quelques secondes. Donc ici, en fait, lorsque vous achetez, parce que nous, il y a plus de 10 ans, on allait voir les industriels, on leur disait, bon, on va réduire votre eau. Ils nous disaient, l'eau, il y en a partout, ça coûte que dalle. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on irait s'embêter d'aller agir là-dessus. On leur dit, oui, mais en fait, là, vous confondez quelque chose qui est le coût d'accès à l'eau au mètre cube. Mais en fait, quand vous utilisez de l'eau, vous avez plein d'installations, des équipements, etc. Ça, c'est un investissement, donc vous le payez. Tout ça, ça consomme énormément d'énergie, de réactifs, de temps de travail, la maintenance, la gestion des incidents, etc. etc. C'est un coût de l'eau. Et bien sûr, comme vous utilisez de l'eau pour des opérations industrielles, si vous avez un problème qui n'a rien à voir avec l'environnement, mais qui est simplement une mauvaise gestion de l'eau, vous allez avoir une chute de votre performance industrielle. Se rajoute à ça ce qui a été déjà évoqué, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des limitations de la production liées à des contraintes, à des conflits d'usage ou ici en fait des arrêtés sécheresse. Et donc là, bien sûr, l'impact il est extrêmement important parce que quand vous arrêtez tout ou partie de l'usine, le coût du mètre cube en fait c'est pas votre question, c'est que vous avez tout le coût de l'usine sur le dos. Donc on représente ça de manière simplifiée avec le schéma classique de l'iceberg. La pointe de l'iceberg c'est le coût d'accès à l'eau, le coût matière. Donc vous avez des taxes ou des euros avec des mètres cubes et c'est ce que les gens pensent être le coût de l'eau. Dessous, vous avez tous les coûts directs que j'ai évoqués, les investissements, la maintenance, le fonctionnement, etc. etc. Là, ça commence déjà à faire beaucoup. Pour un industriel, vous avez tous les coûts dits indirects, d'accord ? Et donc là, dans les coûts indirects, vous avez des baisses de productivité, vous avez aussi de la durabilité des installations, et vous voyez que tout ça, ça n'a rien à voir avec les problématiques environnementales. Vous êtes sur le périmètre technique. Là-dessus se rajoute quelque chose qui sont les coûts induits, et là, c'est même pas l'iceberg, c'est la totalité de la mer. Les ordres de grandeur que l'on peut donner, notamment sur les sites industriels, c'est que premièrement, donc bien sûr, tous les coûts sont très très sous-évalués. Les ordres de grandeur, c'est quelques euros le mètre cube, on va dire au maximum pour le coût matière, quelques dizaines d'euros le mètre cube pour les coûts directs, plusieurs dizaines d'euros de mètre cube à quelques centaines d'euros sur les coûts indirects et plusieurs centaines d'euros de mètre cube manquant pour les coûts induits. Si vous êtes bien sûr une usine qui fabrique du chocolat, de la pharma, de la pâte à papier, etc., les ordres de grandeur sont différents. Si vous êtes une très ancienne usine ou pas, les ordres de grandeur sont différents, mais grosso modo, on en est là. Ça, c'est extrêmement important parce que du coup, les temps de retour sur investissement qui sont calculés pour mettre en place des projets, si vous les calculez sur le coût matière, vous les faites jamais. Si vous prenez le coût direct et indirect, c'est très intéressant. Si vous prenez les coûts induits, vous dites, il aurait fallu que je le fasse déjà il y a très longtemps. Parce que
les ordres de grandeur sont vraiment disproportionnés. Ok, donc l'eau, pour nous, vous l'avez vu peut-être très rapidement dans la première slide, l'eau, on utilise l'eau, nous, comme un levier de performance, bien sûr par rapport à l'empreinte environnementale, eau, mais aussi l'empreinte énergie, le lien eau-énergie est très important, mais par rapport à la performance industrielle et économique. Ok. Alors par rapport à tout ça, il y a, nous, depuis plus d'une dizaine d'années, on fait ça sur les sites industriels. On a développé des stratégies d'efficacité hydrique, comme il y a eu les stratégies d'efficacité énergétique, qui sont maintenant apparues sous la forme ISO 46001, on en parlera tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est de dire, je ne vais pas essayer de gérer les conséquences en rajoutant des traitements, en rajoutant des forages, etc., mais de dire, je vais prioritairement agir sur les usages. Donc le premier truc, bien sûr, c'est faire la chasse aux fuites et au gâchis. Vous imaginez même pas ce qu'on trouve, nous, sur les sites industriels, parce que l'eau n'était pas un enjeu, et donc du coup, comme l'eau, elle se passe dans les tuyaux, les gens ne le voient pas, on ne suit pas forcément ça très très bien, donc il y a pas mal de gains à avoir ici. Mais surtout, on va agir sur les utilisations de l'eau, parce que vous avez des opérations de nettoyage, vous avez des opérations de dilution, des opérations de ci, de ça, et donc on va aller lister toutes ces utilisations, et on va voir les unes après les autres en quelle mesure il est possible de réduire les consommations, les volumes, mais aussi d'agir sur la partie qualité. Il ne faut pas oublier que l'eau, les deux facettes, si vous n'avez pas d'eau, c'est une chose, si vous avez beaucoup d'eau polluée, c'est à peu près la même chose. Vous ne pourrez pas en faire grand-chose. Donc, du coup, agir sur les utilisations. On va aussi travailler sur la réorganisation des flux. Aujourd'hui, on est sur des stratégies qui disent je récupère toutes les eaux usées, je les mélange, j'en fais un échantillon moyen que j'envoie dans la station d'épuration, et puis derrière, comme ça, je suis conforme. Ce faisant, vous mélangez des flux qui sont de nature complètement différente, un petit peu comme on le faisait avec les déchets. Ici, j'ai le papier, les médicaments, les épluchures de pommes de terre, tout ça, c'est des déchets, je le mélange. Non, ce sont des déchets de nature très différente qui nécessitent des modes de gestion différents. Donc nous, on est en train de restructurer tout ça en disant, ici vous avez des eaux claires, peut-être que vous pourriez faire des cascades d'usage ou avec un petit traitement et un contrôle, la réutiliser dans une autre utilisation, etc. Tout ce qu'on n'a pas pu éviter, il va falloir le produire. Donc vous pouvez aussi identifier des diversifications de ressources, notamment tout ce qui est ressources dites non conventionnelles, le pluvial, le machin, etc. Vous allez faire de l'optimisation au niveau des traitements en amont et en aval. Vous voyez qu'ici, d'un point de vue de la stratégie, il y a un basculement du métier de la gestion de l'eau qui avant était porté par des traiteurs d'eau. Et là, ici, c'est principalement porté par des gens qui vont exploiter de l'information. La vraie question, c'est qui fait quoi avec l'eau sur un périmètre technique. Donc, on va effectivement produire beaucoup plus d'informations, quantité, qualité, productivité, énergie liée à l'eau, etc., de manière à rendre lisible à quel endroit il y a des points d'amélioration et des points de risque. À partir de là, je vais avoir une énorme boîte à outils qui permet, avec des solutions organisationnelles ou des solutions techniques. Et nous, sur le terrain, ce que l'on voit, c'est que les solutions techniques lourdes ne concernent que très peu de tous les projets que l'on a à traiter. Donc, sur le traitement final, mais ça peut être des procédés sobres, de la réutilisation, des stratégies de substitution d'un point de vue de la qualité. Il y a plein de choses là-dessus. Ok, on se retrouve un petit peu comme avec le médecin qui ne vous dit pas simplement vous allez prendre tel médicament, mais qui vous dit vous allez arrêter de fumer, vous allez marcher, vous allez faire ci, vous allez faire ça, et puis ça ira mieux. Ici, on se retrouve avec un ensemble de préconisations qui sont des choses très simples, qui sont des choses plus compliquées, qui peuvent être quasiment gratuites ou coûter de l'argent. Mais ce qui est très important, c'est qu'il va falloir les hiérarchiser, parce que l'eau, c'est un système sur un site industriel. Et si vous agissez à un endroit, il ne faut pas vous attendre à ce que le reste ne bouge pas. D'accord ? Si à un moment donné, vous réduisez vos eaux claires, derrière, si vous n'agissez pas sur la facette pollution, vous allez vous retrouver avec des pics de pollution, avec des concentrations qui ne sont pas gérées par le système d'épuration derrière. D'accord ? Donc à chaque fois, il faut bien identifier tout ça. Autre point très important, c'est une démarche collaborative, puisque vous voyez que l'eau, à ce moment-là, n'est plus sur les sites industriels considérée comme étant, on va dire, quelque chose qui est en dehors de l'usine et qui est à traiter par d'autres équipes, parce que là, en fait, les équipes de prod sont en premier lieu celles qui sont sollicitées, parce que ce que l'on va modifier, ce sont les usages au niveau de la prod. D'accord ? Donc là, il faut faire le tour de l'usine pour être en accord avec tout le monde. À la fin, on se retrouve donc, ici c'est un exemple que je ne vais absolument pas développer, mais sur un site pharmaceutique avec une approche systémique. Et derrière, vous voyez que ce que je veux montrer par là, c'est que ce n'est pas une action que l'on met en œuvre à un moment donné. En fait, c'est une démarche, parce que progressivement, on reprend la main sur la maîtrise en fait, des flux physiques et quantitatifs et qualitatifs. On voit toutes les interactions, on commence à mettre de la métrologie, on commence à mettre des actions, et petit
petit à petit, on progresse. Ici, vous voyez qu'on a une réduction, si je me concentre uniquement sur la partie quantitative, une réduction alors qu'on a une augmentation de la prod, d'accord? Parce que ça a libéré une capacité de production, ok? Et donc là, à partir de ces améliorations, le groupe industriel, en fait, a tout simplement décidé que, ok, en fait, les problèmes qui vont arriver vont être d'un autre ordre de grandeur, et donc maintenant, on arrête de faire de l'amélioration, on fait de la transformation. Et donc là, on a fait toute une opération où on ne gagne pas quelques dizaines de pourcents, mais on est plutôt aux alentours de 80%. Bon, voilà, ce que je voulais montrer par là, c'est que c'est vraiment une approche systémique dans le temps, eau, énergie, production, etc. Et c'est ce qui est très important à bien mettre en évidence auprès des sites industriels, c'est une problématique de performance économique et industrielle et environnementale. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel.